Merci beaucoup d'être là ce soir pour voir en fait commencer la deuxième séance de la formation maîtriser la comptabilité. Qu'on essaye qu'elle soit en fait le maximum une formation pratique vu qu'elle est destinée essentiellement à des praticiens qui exercent déjà l'activité de comptabilité et qui veulent en fait développer des compétences au niveau de la comptabilité. Notre formation, pour chaque module, comme je l'ai expliqué dans le webinaire, en fait, elle se fait en deux étapes. La première étape, en fait, on voit en fait au parcours la norme comptable qui concerne en fait le module qu'on va étudier. Et donc, on va défalquer la norme comptable, on va la comprendre, et parce qu'en fait, c'est la base, en fait, c'est sur laquelle on va travailler le module. Et par la suite, on voit dans la deuxième étape tout ce qui est document Excel, tout ce qui est para-comptable, tout ce qui est extra-comptable qu'on utilise pour vérifier notre comptabilité, qu'elle a été bien faite, module par module. Donc aujourd'hui, on va commencer par le haut de bilan, donc à gauche. Donc on va commencer par les immobilisations et en particulier, on va commencer par l'immobilisation corporelle. Donc, comme je vous ai dit, en fait, on va utiliser les normes comptables des immobilisations corporelles. Et chaque norme, en fait, l'objectif de la norme comptable, elle va définir en fait pratiquement en général cinq choses. En fait, on va trouver le champ d'application de la norme, on va trouver les critères de reconnaissance. Donc, champ d'application, elle va nous dire quel est le périmètre de cette norme et qu'est-ce qu'elle exclut de cette norme. On va voir les critères de reconnaissance. Donc, comment on connaît telle chose. Par exemple, là, on est dans le cadre d'immobilisation corporelle. Donc, quels sont les critères de reconnaissance pour dire qu'il s'agit d'une immobilisation et non pas du stock ou bien d'une charge. Par la suite, en fait, la norme, comme objectif aussi, en fait, c'est l'évaluation. Donc, on va voir pour quelle valeur l'immobilisation elle est inscrite au niveau de bilan. On va voir les coûts qui sont inclus, les coûts qui sont exclus. Et par la suite, le quatrième objectif de la norme, c'est la comptabilisation. Donc, on va voir quels sont les comptes, techniquement, quels sont les comptes qu'on utilise lorsqu'on comptabilise des immobilisations, avec les différents scénarios, que ce soit acquisition, cession, réévaluation, dépréciation, amortissement, et ainsi de suite. Donc, on va voir les écritures possibles en fait, au niveau des immobilisations. Donc, ça, c'est la partie 4. Et la partie 5, en fait, c'est l'information, donc les informations à fournir, ce sont les notes aux états financiers. En fait, chaque norme comptable, elle va nous préciser quelles sont les informations à mettre au niveau de notes concernant ce module. Donc, de notre cas, par exemple, aujourd'hui, on va voir les immobilisations corporelles, on va trouver quelles sont les informations à fournir au niveau de notes qui concernent les immobilisations corporelles. Donc, chaque norme, en fait, on essayera de faire quelque chose de comme ça, en fait, comme une carte mentale, pour mémoriser, pour mémoriser en fait la norme. En fait, elle est divisée en deux niveaux. Premier niveau, c'est cette partie. Donc, voilà, c'est plutôt, je vais élargir un peu. Voilà, c'est cette partie. Donc, tout ce qui est norme qu'on a dit, en fait, il y en a les critères de reconnaissance, l'évaluation initiale, le coût unitaire, l'amortissement et les cas particuliers et les notes aux états financiers. Et par la suite, on va parcourir les zones une à une. Donc, on va commencer par les critères de reconnaissance. Là, en fait, on va trouver critères de reconnaissance d'immobilisation, quels sont. Par la suite, on va voir tout ce qui est évaluation initiale, quels sont les coûts qui sont inclus
et quels sont les coûts qui sont exclus au niveau des mobilisations donc, corporelles. Par la suite, on va voir tout ce qui est coût ultérieur, donc tout ce qui est coût engagé ultérieurement à l'achat, donc après donc une période, donc on a engagé des coûts. Est-ce que ces coûts-là, on va les constater donc au niveau des charges, ou bien on doit les immobiliser, c'est-à-dire on doit les capitaliser, c'est-à-dire on doit augmenter la valeur de l'immobilisation. Par la suite, on va voir donc tout ce qui est amortissement, donc avec tout ce qui est calcul d'amortissement et les méthodes d'amortissement donc autorisées. On va voir aussi donc tout ce qui est cas particulier, donc tout ce qui est réévaluation, donc la réévaluation des immobilisations. On va voir aussi la dépréciation des immobilisations et on va voir donc aussi donc la décomptabilisation des immobilisations, c'est-à-dire la sortie des immobilisations. Et la dernière partie, donc, on va voir tout ce qui est notes aux états financiers. Là, on va avoir donc tout ce qui est donc tout ce qui est mouvement, donc tout ce qui est mouvement, tout ce qui est engagement futur, donc et tout ce qui est mobilisation en cours, et tout ce qui est méthode utilisée pour l'évaluation des immobilisations. Donc, on va parcourir donc la norme. Donc, ça, en fait, c'est carte mentale donc, de toute la norme des immobilisations corporelles. Comme ça, donc, elle vous permet de garder donc, donc d'avoir donc, en tête toujours en fait, cette norme. Et comme ça, vous pouvez donc l'avoir en tête donc, à chaque besoin. Donc, vous avez exactement comment elle est répartie, donc cette norme, comment elle est divisée par section. Donc, on va commencer par une introduction aux immobilisations corporelles. Là, on va voir en fait tout ce qu'on a vu tout à l'heure d'une façon sommaire. Et par la suite, donc, on va détailler partie par partie. D'accord? Donc, définition, on va commencer donc par la définition de immobilisation. On dit que les immobilisations corporelles sont des actifs physiques de longue durée utilisé dans l'exploitation de l'entreprise est capable de générer des bénéfices futurs. En fait, voilà, pratiquement, il y en a 4 conditions. Donc, c'est un actif. Il doit être physique. Donc, ça fait, quand on dit physique, donc on va exclure tout ce qui est incorporel, tout ce qui est immatériel, aussi donc de longue durée. Donc de longue durée, c'est-à-dire donc il va être utilisé donc c'est pas au niveau de l'exploitation donc sur une longue période donc sur une période qui dépasse donc l'année. Par la suite, on va la troisième condition qui est utilisée dans l'exploitation. Donc, ça, la particularité des nouvelles normes, en fait, il doit être utilisé dans l'exploitation. Et c'est pourquoi, par la suite, on va dire qu'il est capable de générer des avantages, des bénéfices futurs ou bien des avantages économiques futurs. C'est-à-dire, donc, un actif physique de longue durée mais qui n'est pas capable de générer des bénéfices futurs, donc il ne remplit pas les conditions de définition donc, de l'immobilisation, on ne peut pas le considérer comme étant une immobilisation. Donc, pratiquement, ces conditions sont cumulatives, donc l'immobilisation doit satisfaire ces conditions pour qu'on puisse donc la constater dans nos actifs en immobilisation. Importance, donc elle représente donc un investissement significatif pour l'entreprise et influence sa capacité à générer de revenus sur le long terme. En fait, quand on observe donc un bilan d'une société, par exemple dans cette société-là, donc on va voir que le total actif de l'obligation représente 3 500 000, dans un total des actifs de 7 391 000. Donc pratiquement c'est la moitié. Donc la moitié de l'actif il est constitué par des immobilisations. Et ça, c'est une société commerciale, même pas une société, c'est une société de services plutôt, et non pas même une société industrielle. Donc, vous voyez, en fait, au niveau de sociétés industrielles, on va voir encore plus, en fait, la valeur des actifs immobilisés qui représente peut-être le 2 tiers de total actif. Et donc là, l'importance en fait de ce module-là et l'importance des immobilisations corporelles, pourquoi en fait la norme des immobilisations corporelles, donc elle est constituée donc, par une dizaine de pages, donc pratiquement 16 pages ou 17 pages, donc est très détaillée parce que vu l'importance et l'importance de l'investissement et des immobilisations corporelles. Donc, on va commencer par la reconnaissance. Et là, comme je vous ai dit, en fait, c'est une introduction.
c'est pas le détail. Le détail, on va le voir tout à l'heure. Donc, on va revenir sur les critères de reconnaissance tout à l'heure, donc, quand on va parcourir chapitre par chapitre. Donc, un élément doit être reconnu comme étant une mobilisation corporelle si et seulement si, condition. Il est probable qu'il génère des avantages économiques futurs pour l'entreprise et que son coût peut être évalué d'une manière fiable. Donc, deux conditions. La première, donc, la probabilité de générer des avantages économiques futurs pour l'entreprise. Et ça, on va le voir aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avantage économique futur et qu'est-ce que ça peut être qualifié comme avantage économique futur. Deuxième condition, le coût peut être évalué d'une manière fiable. Donc, si le coût n'est pas évalué d'une manière fiable, donc l'actif, donc il ne peut pas être considéré donc, comme étant une mobilisation parce qu'il n'a pas satisfait l'une des conditions de reconnaissance. Donc, vous voyez, en fait, ces définitions sont très importantes parce qu'ils vont nous donner, en fait, une liberté dans la prise de décision, dans la décision de classification de tel élément. Donc, est-ce qu'il est stock, est-ce qu'il est mobilisation, est-ce qu'il est charge? Donc, si on n'a pas, en fait, une maîtrise donc, dans ces définitions, dans ces règles de reconnaissance et tout ça, donc on ne pourra jamais, donc, on sera toujours donc, à la demande de l'information, à la demande de la solution. Qu'est-ce qui se passe ça, en fait, est-ce qu'il s'agit d'une mobilisation? On n'a pas toujours de réponse, on demande toujours donc, la solution, on demande toujours les autres personnes. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de vous donner donc, cette autonomie, cette capacité d'interpréter donc, les normes, donc, la norme comptable, donc, dans tout le détail, et d'en avoir en fait un bagage donc, de cette norme-là. Comme ça vous permet par la suite, que ce soit donc, dans le volet de comptabilité, que ce soit dans le volet de l'audit, de maîtriser ce module-là. Parce qu'en fait, comptabilité et audit sont très liés, surtout au niveau de la deuxième phase, de la phase de contrôle des comptes. C'est la comptabilité, c'est le contrôle de la comptabilité. Et donc, si on n'a pas vraiment donc, une maîtrise de la comptabilité, on ne peut jamais donc, contrôler donc, un volet de comptabilité si on n'a pas vraiment cette maîtrise de la norme. Parce que qu'est-ce qu'on va voir de nous, en fait, au niveau de l'audit? On va voir donc, la conformité à la norme comptable en général. Donc, est-ce que la reconnaissance, est-ce que ça, c'est vraiment, donc, il satisfait le critère de reconnaissance prédéfini par la norme? Est-ce que l'évaluation de cet actif, elle a été effectuée conformément donc, à la norme? Est-ce que les notes aux états financiers sont conformes donc, aux exigences de la norme? Vous voyez, en fait, donc, au niveau de l'audit, surtout comme je vous ai dit, la phase de contrôle des comptes, c'est pratiquement, donc, c'est la norme comptable sur laquelle donc, on va se baser pour, donc, pour dire, pour donner notre avis sur la conformité des états financiers et de la comptabilité par rapport à la norme comptable qui organise et qui gère en fait ce module-là. Donc, l'évaluation initiale, donc on va voir aussi l'évaluation initiale, de quoi il est composé. Mais là, en fait, juste pratiquement, on va comme je vous ai dit, donc c'est une petite introduction. Donc, l'évaluation initiale doit inclure le coût d'achat, les coûts directs liés à la mise en état de fonctionnement de l'actif, ainsi que les estimations initiales de coûts de démantèlement ou de remise en état. Et tout à l'heure, on va voir donc détail de c'est quoi les coûts d'achat, c'est quoi en fait les coûts directs liés à la mise en état de fonctionnement et comment et c'est quoi en fait l'estimation des coûts de démantèlement ou de remise en état. D'accord? Là, c'est juste une introduction. Donc, le coût ultérieur. Donc, les coûts ultérieurs, donc, ce sont des coûts qui sont engagés donc, après l'acquisition de la machine. C'est-à-dire, donc, exemple, donc, on a une machine, donc elle a travaillé une année ou deux, donc on a engagé donc, des dépenses, donc, et là, en fait, ces dépenses-là, il y en a deux types de traitements possibles. Donc, soit, en fait, les dépenses qu'on a engagées, en général, donc, on doit les constater comme charge sous condition, et on doit les capitaliser, c'est-à-dire constater une immobilisation aussi, donc, sous certaines conditions. D'accord? Donc, là, en fait, au niveau on va voir aussi. Là, donc, on va voir donc, le traitement donc, de ces coûts ultérieurs. Donc, ces coûts ultérieurs-là, quand est-ce qu'on va les constater donc, comme étant charge?
et quand est-ce qu'on doit les capitaliser. Donc, on dit le coût ultérieur ne doivent être ajoutés à la valeur comptable de l'immobilisation que s'il augmente en fait les avantages économiques futurs de l'actif au-delà du niveau de performance initialement évalué. Et on va le voir ça aussi en détail tout à l'heure, donc pour distinguer. Donc, l'amortissement, c'est quoi l'amortissement? Donc, l'amortissement doit refléter, c'est la consommation des avantages économiques futurs. Donc, en fait, c'est l'amortissement doit refléter le rythme selon lequel les avantages économiques futurs de l'actif sont consommés par l'entreprise et doit être systématiquement réparti sur la durée d'utilité de l'actif. Et là, en fait, on s'est distingué par rapport aux normes fiscales. Donc, la fiscalité, donc, en général, donc, elle définit des taux d'amortissement donc, par famille de produits. Alors que là, comptablement, on dit que l'amortissement doit refléter le rythme selon lequel les avantages économiques futurs de l'actif sont consommés. C'est-à-dire donc le même produit, la même machine, on pourra trouver donc une entreprise qui va l'amortir sur 10 ans et on va trouver donc une entreprise qui va l'amortir, par exemple, sur 5 ans. Par exemple, donc, la même machine qui est utilisée par une usine qui travaille avec une seule équipe, elle va l'amortir sur 10 ans. Une autre société qui travaille en deux équipes, c'est-à-dire un travail donc pratiquement 16 heures par jour, donc elle va l'amortir plutôt sur 5 ans. Vous voyez en fait la différence. Donc on est indépendant de tout ce qui est règles fiscales. Euh, donc on parle là de l'amortissement, de la consommation des avantages économiques futurs. La dépréciation, donc la dépréciation, c'est-à-dire la baisse de valeur, c'est-à-dire c'est le moment où donc la valeur de vente ou bien la valeur de réalisation nette de l'immobilisation, elle est inférieure à la valeur nette comptable. C'est le cas, par exemple, donc on a une immobilisation qu'on a, par exemple, on a acheté donc pour 100 000, qu'on a amorti donc sur 10 ans. Après 2 ans, donc la valeur nette comptable, donc il est 80 000, alors que sur le marché, il est que à 70 000. Donc, c'est-à-dire si on va la vendre maintenant sur le marché, elle ne pourra jamais nous apporter plus que 70 000. Donc là, on parle d'une dépréciation. Donc la dépréciation, c'est la différence entre la valeur de marché et la valeur nette comptable de l'immobilisation. D'accord? Et il y en a en fait des indices, en fait des indicateurs de dépréciation euh, qu'on va le voir aussi. La décomptabilisation, là, on parle de la sortie de l'immobilisation, donc de notre actif. Quand est-ce que donc l'actif, on doit le faire sortir de notre actif? Donc, est-ce que c'est juste au moment de la vente ou bien il y en a d'autres cas? Donc, on va voir les autres cas qui sont possibles. Donc, lorsque l'immobilisation corporelle est sortie ou lorsqu'aucun avantage économique futur n'est attendu de son utilisation ou de sa sortie, elle doit être décomptabilisée. Vous voyez? En fait, on parle en général, donc les anciennes règles, donc ils parlent décomptabilisation, c'est lié à la sortie. Mais là, en fait, la sortie, donc, elle a resté comme étant condition. Donc, dans la possibilité, dans le cas où l'immobilisation est sortie, on fait la décomptabilisation. Mais aussi, lorsque aucun avantage économique futur n'est attendu de son utilisation ou de sa sortie, c'est-à-dire, donc, cette machine, donc, on ne s'attend plus donc, à qu'elle fonctionne, on ne s'attend plus donc, qu'elle va rentrer des revenus. Donc, en ce moment-là, même sa vente, en fait, elle ne va pas apporter de revenus. Et donc, en ce moment-là, aussi, on doit la faire sortir de l'actif. Donc, et pourquoi tout ça? En fait, on essaye donc au maximum de refléter, de refléter en fait la valeur économique, la vraie valeur économique de l'entreprise. Il n'a pas à la gonfler par des mobilisations qui ne servent à rien, même s'ils ont de la valeur au niveau de l'actif. Donc, la divulgation, là, on parle en fait des notes aux états financiers. Donc, quelles sont donc les notes qui sont exigées, qui sont expressément donc demandées par la norme comptable qu'on doit les mettre pour le module des immobilisations. Donc voilà, maintenant en fait, on va parcourir donc partie par partie. On va commencer donc par le champ de l'application. Donc et ça c'est très important parce que il faut bien comprendre donc les champs d'application de chaque norme pour par la suite en fait quand on est devant une situation, donc on va voir tout d'abord donc avant d'entrer dans le détail de la norme,
on va voir est-ce qu'on est dans le champ d'application de cette norme ou on est hors champ d'application. Donc, si on est dans le champ d'application, on peut continuer donc notre analyse pour voir par la suite donc les règles de reconnaissance et l'évaluation et ainsi de suite. Mais si déjà on est hors champ d'application, donc on ne pourra pas avancer. Donc, il vaut mieux donc chercher quelle est la norme qui gère en fait cette situation. D'accord? C'est très important au niveau de champ d'application des normes. Donc, l'application générale, en fait, la norme s'applique à la comptabilisation des immobilisations corporelles, sauf exception spécifiée par d'autres normes. Et tel est le cas, donc, l'exception notable, en fait, les biens d'entreprise d'extraction non renouvelable, tout ce qui est mine, pétrole et gaz. Donc, l'exception, donc, elle a été donc, expresse, donc, c'est au niveau des biens d'entreprise d'extraction non renouvelable, les mines, gaz et pétrole qui ne sont pas gérés par cette norme donc, des immobilisations corporelles, mais ils sont gérés par d'autres normes. Donc, inclusion spécifique, en fait, tout bien ayant un statut juridique particulier, mais correspondant à la définition d'une immobilisation corporelle, est couvert par cette norme. Donc, il parle en fait des immobilisations qui sont au leasing. Donc, les immobilisations au leasing, en fait, ils correspondent donc à la définition des immobilisations. Et malgré en fait leur statut juridique particulier, ils sont gérés par l'immobilisation, par cette norme qui concerne les immobilisations corporelles. Donc maintenant, on va voir en fait, voilà, avant chaque fois en fait, quand je passe d'un slide à l'autre, si vous avez des questions, donc vous pouvez donc ouvrir votre micro et poser votre question. D'accord? Donc, est-ce que concernant le champ d'application, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas, on peut passer donc aux critères de reconnaissance. Mais comme je vous ai dit, en fait, il ne faut pas voir ça comme étant une littérature, comme étant donc de contenu donc, euh, n'est pas de pratique. Au contraire, moi, je le considère vraiment un contenu très pratique. Pourquoi? En fait, parce qu'il va nous donner donc une autonomie, il va nous donner une indépendance donc, pour juger, donc, pour décider et pour bien placer donc, et pour résoudre donc, chaque situation là, dans laquelle on se pose. Donc, et bien distinguer les éléments d'une mobilisation, d'un stock ou bien d'une charge. Donc, quels sont les critères de reconnaissance des mobilisations? Donc, les critères de reconnaissance des mobilisations corporelles, deux critères. Donc, l'avantage économique futur, donc probable, et deuxièmement, le coût mesurable d'une façon fiable. Donc, ces deux critères-là doivent être validés, doivent être justifiés pour dire que, en fait, il s'agit bien d'une immobilisation corporelle. Donc, coût mesurable d'une façon fiable et deuxièmement, avantage économique futur probable. Donc, s'il n'y a pas Merci. d'avantage économique futur, donc, on a dit en fait les deux conditions, en fait, l'avantage économique futur probable et le coût mesurable d'une façon fiable. Donc, et on va détailler par la suite, comme je vous dis, c'est quoi l'avantage économique futur probable. Donc, voilà. Les avantages économiques futurs probables. Donc, description. Donc, un actif est reconnu comme mobilisation corporelle si l'entreprise s'attend à en tirer des avantages économiques futurs. Cela signifie que l'actif doit contribuer directement ou indirectement à la génération de flux de trésorerie ou d'autres avantages économiques pour l'entreprise au cours de plusieurs périodes. Là, en fait, on dit avantage économique probable. Qu'est-ce qu'il peut être avantage économique probable? Ça peut être donc une augmentation de revenus. Ça, c'est un avantage économique probable. Avantage économique probable, ça peut être donc une baisse des charges. Donc, c'est-à-dire une machine qui va nous permettre de baisser les charges. Par exemple, donc on va acheter une machine qu'on va installer dans notre installation électrique. Elle va baisser la consommation électrique de 20%. Ça,
c'est un avantage économique futur probable. On va acheter une machine qui va nous produire nous produire donc la production qu'on commercialise et qu'on va la vendre. Et donc ça, on peut dire un avantage économique probable. On va, par exemple, donc on va investir donc dans une solution ou bien dans une machine qui va nous permettre de prolonger la durée de vie de notre machine. Ou bien on va faire une modification d'une machine de façon que la machine, au début, par exemple, donc elle doit vivre avec nous. En fait, la durée maximale de son exploitation, donc, est 10 ans. Avec cette modification, on est arrivé donc à allonger sa durée de vie jusqu'à 15 ans. Donc, avantage économique futur probable, ça peut être une augmentation de revenus, ça peut être une baisse des charges, comme ça peut être aussi une prolongation de la durée de vie d'une machine qui va produire en fait, qui va produire des avantages économiques futurs probables. En fait, c'est ça les avantages économiques futurs. Qu'est-ce que, qu'est-ce que peut être en fait comme étant avantage économique futur probable? Exemple, l'achat d'une nouvelle donc, ligne de production pour 100 000 qui est prévu d'augmenter la capacité de production de l'entreprise et de générer des avantages supplémentaires. C'est ce qu'on a parlé. Donc, coût mesurable de façon. Est-ce que c'est clair concernant les avantages économiques futurs probables? En fait, gardez en tête les trois possibilités, mais certainement il y en a d'autres. Comme je vous ai dit, augmentation de revenus, baisse des charges ou allongement de la durée de vie d'une machine. Donc, ces trois-là, on peut dire directement qu'il s'agit des avantages économiques futurs probables. Et certainement, donc, quand on dit avantages économiques futurs probables, si par exemple, on va dire augmentation des avantages économiques futurs probables, ça doit être une augmentation significative. Aussi, quand on parle en fait d'une baisse des charges, ça doit être une baisse significative. Aussi, quand on parle d'un allongement de la durée de la vie de la machine, ça doit être donc aussi donc, c'est quelque chose de significatif. Donc, pour dire qu'il s'agit bien d'une mobilisation. Sinon, par exemple, donc une petite modification d'une machine pour un montant, par exemple, de 5 000 euros, qui va augmenter nos avantages économiques futurs pour 1 000 euros donc, par année. Donc, ça ne peut jamais être considéré comme avantage économique futur probable. Donc, la significativité, donc, c'est aussi à en tenir compte. Donc, l'avantage économique futur, il doit être significatif pour dire que vraiment, il constitue donc un avantage économique futur. Donc, coût mesurable de façon fiable, donc description, le coût d'une mobilisation corporelle doit être évalué avec fiabilité pour sa reconnaissance. Donc, et cela comprend, donc on a dit, voilà, on va les voir tout à l'heure, le prix d'achat, le coût direct attribuable et tout ce qui est frais de démantèlement. Exemple pratique, en fait, exemple, donc c'est un petit exemple, mais on va voir par la suite beaucoup en détail. Entreprise donc, qui engage 20 000 euros donc, en coût d'installation et de mise en service pour la nouvelle ligne de production. Mentionné ci-dessous, pourtant, le coût total donc à 120. Juste le chat, il y a deux questions. Monsieur, pourquoi le secteur de mine? D'accord. Donc, en fait, votre confrère, il pose la question. Euh, Temgoua, voilà. Donc, il me dit, en fait, pourquoi le secteur de mine, gaz et pétrole ont des normes différentes? Parce qu'en fait, c'est un statut particulier. En fait, il ne faut pas donc les normes comptables en général. Donc, on va trouver donc une norme générale, par exemple la norme des immobilisations corporelles, et par la suite tout ce qui est spécifique, on a fait donc des normes appropriées donc à ces choses spécifiques. Et parmi ces choses spécifiques, ce sont tout ce qui est donc secteur de mines, de gaz et de pétrole. Aussi, on trouvera dans tous par exemple, le revenu, dans la norme revenu. Aussi, dans la norme revenu, on va trouver donc une norme générale, mais on va trouver des champs qui sont exclus. Par exemple, tout ce qui est assurance. Donc, vous voyez, en fait, donc, et on a fait donc une norme spécifique aux assurances. Donc, quand on exclut donc quelque chose d'une norme en général, c'est on va réserver donc pour la chose qu'on a exclue une norme spécifique à elle. Parce que dans cette norme, on va entrer beaucoup en détail parce que
Donc, la particularité des équipements donc de mines et de gaz et de pétrole, ou bien les mines en fait en elles-mêmes, donc c'est pas la même chose donc d'une mobilisation standard qu'on utilise. Donc, c'est pourquoi on l'a réservé donc une norme spécifique. D'autres questions? Oui. D'accord, je vais vous répondre tout à l'heure donc, concernant donc, les normes de formation IFRS. Donc, l'évaluation initiale et mesure de coût des immobilisations corporelles. Là, la question que se pose, avec quel prix on va entrer une nouvelle immobilisation? Est-ce que c'est le coût facturé par le fournisseur? Est-ce que c'est le coût facturé par le fournisseur plus droit de douane? Est-ce que coût facturé par le fournisseur, prix facturé par le fournisseur, plus droit de douane, plus transport, plus et ainsi de suite. Donc, en fait, plusieurs questions que se posent. Et donc, la norme, donc, elle a répondu donc, à toutes ces questions-là. Donc, elle va nous dire que le coût d'immobilisation, on va trouver, il est composé de trois éléments, qui est le coût d'achat. Ce n'est pas le prix d'achat, c'est le coût d'achat plus les coûts directement attribuables, on va voir le détail par la suite, et tout ce qui est estimation de coûts de démantèlement. Donc, vous voyez, donc le coût d'immobilisation n'est plus constitué par le coût d'achat seulement, mais il est constitué, en fait, les anciennes normes, elles parlent que de coût d'achat. Maintenant, donc, on parle de coût d'achat plus coût directement attribuable. Quand on dit directement attribuable à la mise en fonctionnement des machines. Et on va voir par la suite le détail et tout ce qui est estimation de coûts de démantèlement. Donc, ça n'a jamais été donc, inclus donc, le coût de démantèlement des machines, mais maintenant, donc, il existe au niveau de la norme. Le coût d'achat. En fait, le coût d'achat inclut le prix d'achat, c'est-à-dire le prix facturé donc, par le fournisseur, les droits de douane et taxes non récupérables. Donc, tout ce qui est taxes non récupérables donc, sont inclus aussi après déduction des remises et des rabais commerciaux. Donc, le coût d'achat, c'est quoi? C'est le prix d'achat de fournisseur, c'est-à-dire la facture fournisseur en hors taxe, et on va ajouter tout ce qui est droits et taxes non récupérables. Donc, par exemple, donc, si on va trouver au niveau de paiement, on a payé de TVA, alors que TVA pour nous, il est récupérable parce que nous sommes assujettis à la TVA. Donc, on ne va pas ajouter la TVA dans le coût de l'immobilisation. Donc, on va prendre toujours les valeurs hors taxe. Aussi, par exemple, on a payé donc de transitaire. Le transitaire, dans sa facture, il y en a le montant hors taxe et il y en a le montant TTC qui est l'hors taxe plus la TVA. Donc, nous, toujours, on va prendre que les valeurs en hors taxe. Si on est, bien sûr, si on est assujetti à la TVA, c'est-à-dire que la TVA ne constitue pas pour nous donc une charge, mais plutôt donc c'est un équilibre c'est un équilibre, c'est un équilibre, c'est question de TVA collectée, TVA déductible, et qu'on paye que la différence entre les deux. D'accord. Donc, coût d'achat, il est composé, on a dit, le prix d'achat, c'est la facture fournisseur, plus droits et taxes non récupérables, déduction faite des remises accordées ou bien des rabais. Prenons l'exemple. Donc, achat d'un équipement de 50 000 avec 5 000 de taxes et une remise de 2 000. Donc, en ce moment-là, le coût d'achat, il est quoi? Il est 50 000 plus les 5 000 qui sont des taxes non récupérables, au moins les 2 000 qui sont de remise. Donc, on dit le coût d'achat, il est 53 000. 53 000. Donc, quels sont les coûts directement attribuables? Donc là, on est devant la deuxième composition du coût. Donc, première, donc, c'est le coût d'achat. La deuxième, c'est le coût directement attribuable. Donc, le coût directement attribuable sont ceux qui sont nécessaires pour mettre l'actif en état de fonctionnement. Vous voyez, en fait, la norme, là, en fait, on ne parle pas, elle ne définit pas des choses. Elle ne sait pas, elle ne définit pas. Elle n'est pas limitative. Donc, elle vous donne, en fait, la définition et pour vous laisser, donc, la possibilité et vous laisser, donc, de gérer les situations dans lesquelles
dans laquelle vous trouvez. Donc, supposons qu'elle a été vraiment très limitative. Et donc, en ce moment-là, chaque fois, donc, on trouvera donc, donc des cas exceptionnels, on ne trouvera pas de réponse. Pourquoi? Parce que la norme, elle est limitative. Donc, la norme, là, en fait, l'esprit de la norme, c'est quoi? C'est de vous donner, en fait, des définitions et c'est à vous de juger. Et c'est à vous d'argumenter. Donc, c'est à vous de décider est-ce que cette charge-là, elle est incluse ou n'est pas incluse? Et vous avez des arguments. Par la suite, par exemple, le commissaire aux comptes, quand il va passer, il va vous demander pourquoi vous avez inclus cette charge-là. Donc, vous avez l'inclus dans le coût de mobilisation. Vous aurez une réponse. Donc, vous allez dire que cette charge-là, elle fait partie des coûts qui sont nécessaires pour mettre l'actif en état de fonctionnement. Donc, la définition de coûts directement attribuables, donc, on a dit les coûts directement attribuables sont ceux qui sont nécessaires pour mettre l'actif en état de fonctionnement pour son utilisation prévue. Donc, cela comprend donc les coûts de site, d'installation, d'essai et des honoraires professionnels. Donc, le coût le coût d'achat, pratiquement, donc, c'est les coûts qu'on a engagés depuis donc, le fournisseur jusqu'à que les machines elle est arrivée dans nos usines. Donc, tout ce qui est prix de fournisseur, tout ce qui est douane, tout ce qui est transit, tout ce qui est transport, jusqu'à notre usine. Donc, tout ça, ça inclut le coût d'achat. Par la suite, on va trouver les coûts directement attribuables, c'est-à-dire les coûts qui sont nécessaires pour que ces machines entrent en marche. C'est-à-dire, on a par exemple donc une usine qui est composée de plusieurs de chaînes de production et que chaque chaîne de production il est composée par exemple de 5 ou 6 machines. Donc nous, au niveau de l'importation, quand on a importé de façon individuelle, donc on a importé ces 5 machines. Donc, jusqu'à l'arrivage donc, de ces 5 machines jusqu'à notre usine, ça constitue le coût d'achat. Par la suite, de mettre en place donc, ces machines-là, de les classer donc d'une façon donc, que ce soit donc que ce soit donc que ça devienne donc une chaîne de production. Le réglage de ces machines, c'est-à-dire donc une machine qui est donc d'après son catalogue, donc elle doit produire 20 000 articles par jour. Donc, les dépenses qu'on va engager pour régler cette machine jusqu'à qu'elle atteigne le niveau de 20 000 articles ou bien 20 000 articles par jour, donc tous ces coûts-là constituent, font partie des coûts directement attribuables qu'on doit les inclure dans le coût d'immobilisation. Vous voyez, euh, par exemple, donc on a apporté ces machines-là, on les a installés. On a par la suite fait appel donc, à une société donc, pour les tester, pour les roder et ainsi de suite. Donc, tous les frais qu'on va engager donc, pour que ces machines commencent à produire. Donc, elle arrive donc à son rythme de production. C'est-à-dire, donc, on va arrêter les coûts. Quand est-ce qu'on va arrêter les coûts? Quand ces machines-là elles commencent à être productives conformément à leur catalogue. C'est-à-dire, si on a des machines qui normalement doivent produire 20 000 articles donc, par mois, alors que nous, avec ce petit réglage qu'on a commencé le deuxième jour, le troisième jour, on a atteint 10 000 articles. On ne doit pas s'arrêter de capitaliser ces charges. On doit encore ajouter ces charges de consulting et d'ingénierie jusqu'à ce que les machines elles arrivent donc à la production prévue dès le départ. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les coûts directement attribuables sont les coûts qui sont nécessaires pour que les machines atteignent un niveau de production qui est défini d'avance. C'est ça, les coûts directement attribuables. Donc, ça peut comprendre, comme on a dit, donc tout ce qui est installation, les essais, les honoraires donc des ingénieurs et ainsi de suite, d'installation, euh, tout ça,
ça peut faire partie des coûts attribuables. Et troisième élément, c'est l'estimation du coût de démantèlement. Donc, l'estimation du coût de démantèlement, donc, ou de retrait, ou de réhabilitation donc, de l'actif, qui sont une obligation pour l'entreprise à la suite de l'acquisition ou l'utilisation de l'actif. Donc, supposons que je suis dans une situation où je vais louer donc, local, donc une usine, donc pour une période de 10 ans, et je vais apporter donc mes machines, qui ont une durée de vie de 10 ans pratiquement aussi. Et là, en fait, le loyer, donc, il prévoit qu'à la fin de la période de 10 ans, je dois quitter les lieux et je dois prendre aussi mes machines avec moi. Et donc, je dois faire un démantèlement. Et donc, la norme, qu'est-ce qu'elle vous dit? La norme, elle vous dit que vous devez estimer dès maintenant ces coûts de démantèlement. Et surtout, comme je vous ai dit, en fait, quand on parle de choses significatives. C'est-à-dire si on estime en fait les coûts de démantèlement, par exemple, de ces machines-là pour 1000 euros. Donc on ne va pas s'embêter, il va tout changer pour la question de 1000 euros. Mais par contre, que si, par exemple, ces frais de démantèlement sont significatifs, et donc, par exemple, 10 000, 15 000, 20 000 euros, en ce moment-là, on doit les inclure pour pouvoir les amortir dès maintenant. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que il ne faut pas que la dernière année, c'est l'année de démantèlement, qui va supporter la totalité des frais de démantèlement. Et donc, la norme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, donc, il faut faire une estimation de ces coûts-là. Vous ajoutez cette estimation, donc, au coût de l'immobilisation et vous l'amortissez, donc, sur la durée de vie ou bien sur la durée de l'exploitation de l'immobilisation. De cette façon, qu'est-ce qu'on a fait? On a amorti, donc on a réparti le coût d'achat, on a réparti les frais donc, inhérents donc, à l'exploitation qui sont donc, directement attribuables donc, aux immobilisations, et on a aussi réparti les coûts de démantèlement donc, sur plusieurs années. Et de cette façon, donc, de cette façon, en fait, toutes les années, ils ont supporté une partie des charges. Je vais vous faire un exemple, donc comme ça, vous allez mieux comprendre. Monsieur Tariq, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Juste une question, c'est quelle norme qui parle spécifiquement de cette partie-là? En fait, c'est la norme, au niveau de la norme tunisienne, c'est la norme 5 et internationale, c'est l'IAS, donc 16. Ok. D'accord? Mhm. Mais c'est Mhm. pratiquement, donc, et on va voir à la fin, en fait, pourquoi en fait on travaille sur une norme tunisienne, parce que la norme tunisienne, c'est pratiquement les normes internationales. Donc, ils sont pratiquement, donc, dans la majorité des normes, ils sont dans les 90, 95, 95% des normes internationales, sauf quelques spécificités. Maintenant, en fait, je vais vous montrer les deux cas. C'est le cas où on a immobilisé le coût d'achat et dans le deuxième cas, là où on va immobiliser le coût d'achat et les coûts, donc les autres coûts qu'on a cités tout à l'heure. Donc, votre ami, en fait, il me pose la question, donc il me dit si vous ne louez pas, donc est-ce que toujours nécessaire d'estimer le coût de démantèlement? Je vous dis oui. Pourquoi en fait? Parce que en fait, ces immobilisations, euh, toujours mettez donc en tête le cas où vous avez donc une chaîne de production. Et cette chaîne-là, donc, elle a une durée de vie bien déterminée. C'est-à-dire, donc, après que cette chaîne-là est tellement amortie, donc elle est plus fonctionnelle, on va le renouveler. Donc, on va le renouveler. Donc, là, on doit démanteler, on fait faire le démantèlement des anciennes machines et donc pour installer les nouvelles. Donc, ce n'est pas question de loyer, mais juste un exemple que j'ai cité pour mieux, en fait, mieux vous visualiser et mieux vous faire apprendre, en fait, comprendre, en fait, les frais de démantèlement.
Mais les frais de démantèlement, c'est possible aussi lorsque vous allez installer de nouvelles machines et vous devez faire le démantèlement des anciennes machines. Donc, supposons en fait, on est dans le cas où, donc, le coût d'achat, par exemple, donc le coût d'achat, il est de 100 000. Donc, les frais directement attribuables, donc, ils sont à 30 000. Là, comme je vous ai dit, d'installation, de réglage et ainsi de suite. Et les frais de démantèlement, ils sont par exemple, de 20 000. Donc, premier cas, donc, premier cas, c'est qu'est-ce qu'on va faire? L'immobilisation, donc le coût de l'immobilisation, il va être égal au coût d'achat seulement. C'est comme les anciennes normes, en fait. D'accord? Et donc, si le coût de mobilisation est égal que le coût d'achat, donc le FDA et le FD, qu'est-ce qu'ils seront? Ils seront considérés comme des charges. On va les constater comme charges. D'accord? Donc, la immobilisation pour 100 000, FDA charge donc pour 30 000 et frais de démantèlement pour 20 000. Au niveau de l'exercice, ça c'est une mobilisation, supposons qu'elle est amortissable sur 10 ans. Donc, amortissement, donc dotation. La dotation aux amortissements sur le coût d'achat. Ça va être quoi? Ça va être, par exemple, 100 000 sur 10 ans. Donc, la dotation, elle est de 10 000. Donc, l'exercice, cet exercice, qu'est-ce qu'elle a supporté comme charge? Donc, les charges de l'exercice. Donc, cet exercice, qu'est-ce qu'il va supporter comme charge? Il va supporter la dotation aux amortissements, plus les frais directement attribuables, plus les frais de démantèlement. Donc, on va constater au niveau de l'exercice des charges pour 60 000. D'accord? Maintenant, deuxième cas. Donc, cas numéro 2, donc, deuxième cas. Deuxième cas, en fait, le coût d'immobilisation. Donc, le coût d'immobilisation, ça va être le coût d'achat plus FDA plus FD. Et donc, c'est à quoi égal? Donc, égal à ça. Et donc, la dotation de l'année, c'est quoi? La dotation, on a dit, il est amortissable sur 10 ans. Donc, la dotation, ça va être égal 150 sur 10. Donc, 15 000. Donc, charge de l'exercice égale 15 000. Vous voyez la différence? Donc, dans la première solution, on a fait supporter donc l'exercice de 60 000. Donc, vraiment, on a supporté l'exercice beaucoup de charges. Et au niveau de deuxième cas,
on a supporté l'exercice que 15 000. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Là, on a constaté tous les charges, toutes les dépenses, on les a constatées en charge. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Mais supposons, en fait, pour la deuxième année, qu'est-ce qu'il y aura? Donc là, en fait, les charges, c'est quoi les charges? Donc, ça va être, on a dit, ça, ça va être, ça va être ces deux-là, plus la dotation. Donc là, c'est la dotation. Donc, les autres années, il y aura quoi? Donc, ça, c'est la première année. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc, voilà. Donc, ça, la dotation, donc, première année. La dotation deuxième année. La dotation troisième année. Alors que dans l'autre cas, c'est la dotation, elle est de 15 000. Donc, elle est de 15 000. Elle va être constante de 15 000 sur 10 ans. Donc, si on fait le total, c'est 150 000. Aussi là, si on va faire le total entre les charges et les dotations, ça va être aussi 150 000. D'accord? Mais quelle est la différence? La différence, c'est que là, on a fait supporter la première année donc une charge de 60 000. Et par la suite, les autres charges, ils ont supporté, les autres années, ils ont supporté que 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Dans le deuxième cas, qui est le plus logique, on a réparti le coût total sur la durée de vie de l'immobilisation d'une façon qu'on a fait supporter donc chaque année que 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. Donc la première méthode, cette méthode-là, elle peut affecter le résultat de l'exercice. C'est-à-dire, donc elle peut rendre en fait l'exercice perdant, mais réellement, il n'est pas pardon, qui est une perte qui ne vient pas de l'exploitation de l'entreprise, mais qu'une perte qui vient d'une mauvaise classification des charges ou d'évaluation d'une immobilisation. Vous voyez l'importance de la norme. Et donc, c'est la deuxième solution donc, que la norme donc, elle a optée et qui est très logique. En fait, on voit que la totalité des charges engagées, ils sont supportées donc d'une façon équitable sur les 10 ans. Pourquoi? Parce que ces 10 ans-là, ils vont aussi bénéficier des avantages économiques futurs de cette machine-là, pratiquement d'une façon aussi linéaire. Et donc, le principe de rattachement dans le deuxième cas, il est bien respecté. Et non pas le cas de premier cas, là où le premier exercice, il a supporté, il a été vraiment surchargé, et les autres années, ils étaient en fait minorisés de charges, alors que dans les deux cas, quand on cumule en fait la totalité des charges, on va trouver la même valeur. Donc, est-ce que c'est clair? Oui, oui. Très bien. Donc, on va reprendre notre norme. Ah, c'est pas ça. Voilà. Donc là, en fait, il essayé de schématiser quels sont donc les coûts qui entrent en fait dans la.
Tidiane, s'il vous plaît, donc vous désactivez votre micro. Très bien, merci. Donc voilà, donc c'est carte mentale aussi, donc pour garder en tête en fait de quoi il est composé le coût d'immobilisation. Donc ce sont trois éléments qui sont le coût d'achat, les coûts directement attribuables et l'estimation des coûts de démantèlement. Donc, on a dit en fait trois éléments qui constituent dans le coût de mobilisation. Donc, le coût d'achat, le coût directement attribuable, en fait, c'est le coût nécessaire pour mettre l'actif en état de fonctionnement et une estimation de coût de démantèlement. Le coût d'achat, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend le prix d'achat, c'est la facture de fournisseur, les frais d'acte, en fait, si dans le cas, par exemple, dont on achète donc dont on achète un appartement donc, ou un siège, donc là, on va payer, par exemple, des frais de notaire. Aussi, tout ce qui est impôts et taxes non récupérables, et je mets donc la ligne sur non récupérables, parce que, par exemple, la TVA, pour une société, pour une identité, pour une personne donc morale assujettie, donc la TVA, elle ne constitue pas donc une taxe donc non récupérable. Par contre, si je ne suis pas assujetti à la TVA, en ce moment-là, et si dans la facture d'achat il y en a de TVA, la TVA, elle fait partie des charges. Parce que moi, je ne suis pas assujetti, c'est-à-dire, je n'ai pas de droit à déduire cette TVA que j'ai payée. D'accord? Il y en a aussi le transport de biens à l'endroit prévu pour son installation, c'est-à-dire le transport du fournisseur jusqu'à l'usine et tout ce qui est assurance, donc c'est assurance sur transport et ainsi de suite. Les coûts directement attribuables, on peut trouver par exemple le coût de préparation de l'emplacement, c'est-à-dire donc on a aménagé l'emplacement, on a fait donc une installation électrique, donc le coût d'assemblage des installations, comme je vous ai dit, on doit mettre en place une chaîne, donc il est composé de 5 ou 6 machines, donc on va les mettre d'une façon donc bien déterminée pour qu'elles deviennent productives. Les coûts d'essai et de mise en route des machines, comme je vous ai dit, en fait, on va arrêter la capitalisation, c'est-à-dire la constatation de ces charges-là, donc en immobilisation, jusqu'à ce que la machine arrive au rythme qui est prévu à l'avance de production. Donc tout ce qui est essai, réglage et tout ça, ça doit être capitalisé aussi. Et en général, tout autre coût nécessaire avant que l'immobilisation ne soit mise au point pour réaliser le produit, c'est-à-dire jusqu'à ce que la machine, elle commence à produire au rythme prédéfini dans les catalogues de la machine. L'estimation de coût de démantèlement, c'est le coût de démantèlement, le coût de retrait ou le coût de réhabilitation. Et on va voir par la suite, comme je vous ai dit, au moment de la comptabilisation, qu'est-ce que tout ça, en fait, comment il est comptabilisé, comment donc il peut affecter, euh, comment il est évalué, il est comptabilisé. Donc, là, en fait, on va voir des écritures comptables type. Donc, là, c'est une description. Donc, l'acquisition ou construction d'immobilisation corporelle. Donc, on va débiter le compte immobilisation corporelle pour le coût total d'acquisition ou de construction. Ce coût inclut le prix d'achat, le coût directement attribuable et le coût de démantèlement et le coût de remise en état, au moins tout ce qui est rabais et remise. On va débiter le compte de TVA si on est assujetti à la TVA, donc TVA sur mobilisation, et on va créditer soit le compte fournisseur ou bien le compte trésorerie. Et pour la bonne pratique, toujours on doit distinguer entre le paiement et l'engagement. C'est-à-dire, ça c'est règle générale. Donc lorsque vous comptabilisez donc, une écriture, par exemple l'opération d'achat, donc il est toujours donc, conseillé de débiter le compte d'achat et de créditer un compte fournisseur. Ils n'ont pas directement constaté l'opération, directement créditer le compte banque ou bien le compte caisse. Parce qu'on ne va pas garder de traçabilité sur cette opération-là et on ne va pas trouver le compte fournisseur. Et lorsqu'il va réclamer une facture, on ne peut pas le savoir
vraiment est-ce que il a été payé ou pas, parce qu'il n'est pas été créé. Donc, on doit, comme règle donc, générale de la comptabilité, on doit distinguer entre l'engagement et le paiement. Donc, l'engagement, c'est qu'on doit constater donc, un compte fournisseur, donc, comme quoi donc, on a acheté quelque chose, et par la suite, le paiement. Donc, c'est le moment de paiement de ce fournisseur-là. On va donc débiter le compte fournisseur et créditer le compte TVA, le compte de trésorerie. Donc, quand on a dit en fait le coût de mobilisation, il doit inclure donc le coût d'achat, les coûts directement attribuables et le coût d'estimation, le coût de démantèlement. Donc, au niveau, lorsque j'achète donc de nouveaux matériels, donc je dois trouver au niveau de débit que le compte d'immobilisation et le compte de TVA. Je ne dois pas trouver les comptes, par exemple, le compte de charges, des honoraires de transitaires ou d'autres choses. En fait, je dois trouver que le compte d'immobilisation et, si nécessaire, le compte de TVA. Et au niveau de crédit, on va trouver les différents fournisseurs, en fait, les fournisseurs d'immobilisation, le fournisseur de transit, le fournisseur de transport, le fournisseur de mise en place et de montage et ainsi de suite, de réglage des machines. Et on va trouver donc le droit de douane donc, en banque et on va trouver la provision pour démantèlement. Donc ça, c'est la provision pour démantèlement. Donc vous voyez en fait le schéma comptable qui doit être fait. L'erreur où elle réside. Voilà l'écriture qui est erronée. L'écriture erronée, c'est de constater des comptes de charge. Par exemple, le transport sur achat, on va le constater dans un compte de 62, 41 transport sur achat. Par exemple, les honoraires du transitaire ou les honoraires des ingénieurs qui ont fait le montage et la mise en place, on va le constater en 622, rémunération d'intermédiaires et honoraires. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand on dit que donc, le coût d'immobilisation, il inclut donc, le coût d'achat, les frais, donc les coûts qui sont nécessaires aux mises en place des machines et l'estimation de coûts de démantèlement, c'est-à-dire donc tous ces charges-là, on doit les capitaliser, tous ces coûts-là plutôt, on doit les capitaliser, c'est-à-dire on doit l'ajouter à la valeur de l'immobilisation. Ils n'ont pas constaté des charges. Parce que si on va constater des charges, comme si on n'a pas constaté ces éléments de coût, dont le coût de l'immobilisation. Donc, l'écriture correcte, c'est celle-là. Donc, on va tous les dépenses, donc toutes les charges qu'on a supportées, donc on doit les constater, on doit les capitaliser, c'est-à-dire on doit l'ajouter à la valeur de l'immobilisation et non pas constater des charges par nature. Et là, en fait, la norme, la particularité de cette norme, parce que la règle générale, c'est quoi? C'est la règle générale, elle nous dit que la règle générale en comptabilité, elle nous dit qu'on constate les charges par nature. C'est-à-dire, s'il y en a, par exemple, transport, on va le mettre dans un compte de transport, par exemple, sur achat. S'il s'agit d'une rémunération d'intermédiaire, on va constater au niveau de compte rémunération d'intermédiaire. Et là, la norme, qu'est-ce qu'elle a changé? Donc, la norme, elle a changé. En fait, ces frais-là, on ne va plus les constater comme étant donc des parts par nature, mais on va les constater on va les constater par, on dit, par destination. C'est-à-dire, ces frais-là, ils sont destinés à mettre en bon fonctionnement, à mettre en fonctionnement donc de l'immobilisation, et par conséquent, ces frais-là, on doit les constater comme étant des immobilisations. On doit les ajouter à la valeur de l'immobilisation et non pas les constater en charge. Vous voyez, en fait, on a passé de charges par destination vers les charges par nature vers les charges par destination. Et c'est le cas dans notre cas là, en fait, au niveau des immobilisations. Et on va le voir dans d'autres choses, en fait, comme le stock. Ça, on va voir donc le même pratiquement, c'est le même esprit qu'on va utiliser. C'est pareil. Oui, J'ai une question sur l'écriture, oui, celle-là. oui. Euh, c'est par rapport à la constatation du fournisseur d'investissement, sinon d'immobilisation. Est-ce que le faire passer directement en 401 est une écriture erronée?
Non, non, pas du tout. En fait, mais la constatation, donc, l'essentiel qu'on constate l'engagement, que ce soit 401, 405, de préférence toujours donc, de constater les fournisseurs d'immobilisation lorsqu'il s'agit d'achat d'immobilisation, parce qu'en général, on utilise le 401 comme étant le fournisseur d'exploitation, c'est-à-dire les fournisseurs auprès desquels on va acheter de la matière première, et ainsi de suite. En fait, des éléments qui entrent dans l'exploitation. Mais réellement, si on constate 401 ou 405, réellement, elle n'a pas d'incidence en fait ni sur la présentation, parce que même au niveau de présentation, donc au niveau de notre passif, on ne va pas trouver des comptes 405 ou bien 401. On va trouver comptes qui s'appellent fournisseurs et comptes rattachés. Donc, ce fournisseur et compte rattaché, il va inclure tous les 401 et les 405 et ainsi de suite. Donc, réellement, mais juste comme je vous ai dit, en fait, c'est pour distinguer quels sont les fournisseurs d'immobilisation des fournisseurs, en fait, de l'exploitation de tout ce qui est courant donc, pour l'entreprise. Donc, il est bien, il est classé dans un compte de fournisseur. C'est ça le plus important. Et comme je vous ai D'accord, dit tout à l'heure, le plus important, c'est de ne pas le constater directement en trésorerie ou bien en banque, comme ça, parce qu'on ne va plus garder de traces sur l'opération. Et en ce moment-là, on doit se retourner à la facture initiale et comme ça. Et donc, ça sera vraiment très pénible. Alors que si on constate dès le départ, on constate la première étape, on constate l'engagement, donc on va constater le fournisseur, et par la suite, quand on va payer, que ce soit un paiement comptant ou bien un paiement donc, à échéance, on va constater l'opération de paiement. Et comme ça, on distingue l'engagement du paiement. Et ça, c'est ces règles d'or, c'est ces règles donc très importantes au niveau de la comptabilité qui vraiment, donc, je conseille tout le monde donc, à l'utiliser parce que vous allez garder de traçabilité et vous allez voir en fait même l'historique. Supposons par exemple, vous avez passé directement cette opération-là en trésorerie. Est-ce que vous allez garder de l'historique combien vous avez travaillé avec ce fournisseur-là? Est-ce que vous allez pouvoir, par exemple, donc un fournisseur d'exploitation. Donc, il vous donne, par exemple, un ristourne donc à la fin de l'année. Donc, si vous n'allez pas constater le compte fournisseur, comment vous allez le savoir? Donc, quel est le chiffre que vous avez fait avec ce fournisseur? Quel est le total achat que vous avez fait avec ce fournisseur? Vous n'allez pas le savoir parce que vous n'avez pas utilisé un compte fournisseur. Par contre, si vous allez utiliser un compte fournisseur, vous allez savoir par fournisseur quel est votre chiffre. Et même, ça va vous donner donc l'information, parce que la comptabilité, c'est quoi? La comptabilité, c'est une source d'information qui va nous aider dans la prise de décision, qui va nous aider même de négocier avec nos fournisseurs des remises. Quand je sais, par exemple, chaque fournisseur, quel est le chiffre d'affaires que j'ai fait avec lui l'année dernière, donc j'aurai donc un pouvoir de négociation très important dans des réunions donc, de négociation avec un fournisseur, si je n'ai pas les chiffres ce que je fais avec ce fournisseur, je ne pourrai jamais donc, négocier une remise supplémentaire. Donc, c'est ça le plus important, c'est de distinguer entre l'engagement et le paiement, et non pas en fait entre 405 ou 401. Donc, il n'y a pas de problème si on le constate. D'accord? Donc, l'autre cas qu'on va voir maintenant, en fait, c'est le cas de que la société, elle produit d'immobilisation pour son propre usage. Supposons, par exemple, je suis promoteur immobilier, donc que je construis des appartements et ainsi de suite, et j'ai décidé, par exemple, de prendre donc, un des appartements comme étant le siège de la société. Dans ce cas, en fait, comment on fait? Donc, on doit distinguer entre deux phases. C'est la phase de fabrication, donc l'entreprise, ou bien même, en fait, qu'une entreprise qu'elle va engager pour elle-même. En fait, elle va construire son propre siège. Comment donc elle doit faire? Donc, là, en fait, on dit que l'entreprise engage différentes dépenses qui ont été enregistrées dans le compte de charge. Ça, c'est essentiellement, comme je vous dis, c'est le cas, par exemple, d'un promoteur donc, qui construit que ces appartements constituent pour lui plutôt de stock. Et par la suite, il a changé donc d'objectif, il a changé euh, il a décidé d'immobiliser, en fait, de prendre un des appartements pour l'usage de l'entreprise. Donc, le traitement comptable dans ce cas, c'est quoi? C'est qu'en phase de production, on va passer les charges comme elles sont, en fait, avec des charges par destination.
Et à la fin de chaque exercice au cours duquel le bien a été produit, il faut évaluer les dépenses de l'exercice, et constater l'apparition d'une mobilisation en cours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, par exemple, supposons durant l'année, on a constaté des charges, des charges. On va passer des charges comme d'habitude, des comptes de charges. Par la suite, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, pour que ces charges-là n'impactent pas le résultat de l'exercice, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser un compte pour contrebalancer ces charges-là. Comment on doit les contrebalancer? On ne va pas venir euh, passer ces charges-là au niveau de crédit. Non. En fait, si on va passer ces charges-là au niveau de crédit, comme information comptable, si on va la voir comme si on a annulé des charges, comme si le fournisseur nous a fait des retours, ou bien on a fait de retours pour le fournisseur. Mais dans notre cas, comme je dis, l'information, donc la comptabilité, c'est l'information, c'est une source d'information. Donc, dans ce cas-là, pour les mobilisations en cours, on va utiliser un compte qu'on appelle 722, production immobilisée. Et donc, quand on va lire au niveau des produits un compte 722 production immobilisée, on va savoir qu'il s'agit bien des charges qu'on a constatées durant l'année, qu'on a contrebalancées pour ne pas affecter le résultat de l'exercice et qu'on a mis au niveau de compte immobilisation en cours. Vous voyez en fait le traitement, la différence de traitement, combien il reflète comment en fait il reflète l'image en fait qu'il va passer donc que ce soit à l'investisseur ou bien à la direction. Et on va voir en fait l'écriture tout à l'heure. Donc la production mobilisée, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va neutraliser donc les charges. Donc comme je vous ai dit, on a constaté des charges contre 60, 60, 60, 60. Et par la suite, à la fin de l'année, on a totalisé toutes ces charges-là. On a trouvé par exemple ces 50 000. On va utiliser un compte de produit. Donc, comment on neutralise des charges? On neutralise des charges soit en les constatant donc au crédit, ou bien en constatant un produit. Donc, si on constate un produit pour la même valeur des charges, comme si on a neutralisé l'effet de ces charges-là, et par conséquent, les charges ne vont pas impacter l'exercice en cours. Donc, et voilà donc l'écriture. Ah, c'est pas juste celle-là. Donc là, on doit utiliser le compte, voilà, le compte 722. C'est ça. Ah, voilà, allez-y. Voilà, ce compte-là. Je m'excuse. Voilà. Donc, c'est ça l'écriture, l'écriture correcte. Donc, on va constater donc immobilisation en cours. Pourquoi, en fait, on n'a pas constaté immobilisation? Parce que l'immobilisation, elle n'est pas prête à être exploitée. Donc, elle est en cours de production. Donc, elle n'est pas encore finalisée. Et on est obligé de passer cette écriture-là d'une façon annuelle. Pourquoi? Pour neutraliser, en fait, l'effet des charges qu'on a constatées. Donc, chaque année, on va constater immobilisation en cours par contrepartie en crédit 722 production immobilisée pour neutraliser cette immobilisation. Et lorsque l'immobilisation donc il est achevé, il est exploitable, et après être exploité, on va créditer ce compte-là et on va constater, par exemple, construction, tout simplement. D'accord? Voilà, non, ça c'est voilà, voilà, ça c'est autre chose. En fait, ça c'est pour la constatation de l'estimation de coût de démantèlement. On a dit en fait, c'est une estimation, c'est une estimation. Et cette estimation-là, il peut varier. En fait, on peut estimer, donc maintenant par exemple à 20 000, après 2 ou 3 ans, avec les coûts qui vont augmenter et ainsi de suite, on va dire c'est plus 20 000, c'est plutôt 40 000. Et donc,
on va utiliser un compte qui n'est pas, donc, qui n'est pas, qui est basé sur les estimations, qui est un compte de provision. Donc, comment on fait? Donc, on a augmenté donc, le compte de mobilisation contre la vie. La contrepartie, c'est quoi? La contrepartie, on va utiliser le compte provision. Provision pour démantèlement, donc pour le même montant. Oui, Je ne vous ai pas bien saisi là, là, juste sur les. avant. Ça, en fait, c'est au niveau des provisions pour démantèlement. Oui, oui. D'accord. Donc, les provisions pour démantèlement, déjà, on l'a vu, en fait, voilà. Euh, voilà. Vous voyez là, en bas, provisions Oui, pour oui. démantèlement. En fait, les provisions pour démantèlement, au niveau des crédits, on va constater les provisions pour démantèlement, mais au niveau des débits, qu'est-ce qu'on a fait? On les a inclus au niveau de prix de matériel industriel. Vous voyez? Donc, au débit, donc, le montant de provision, il a été ajouté au matériel parce qu'on a dit qu'il fait partie des coûts qui composent en fait les coûts de l'immobilisation. Ce qu'on a dit, le coût d'immobilisation, c'est le coût d'achat, c'est le coût directement attribuable, plus les coûts de démantèlement, une estimation de coûts de démantèlement. Parce que les coûts de démantèlement, ce sont des coûts qui ne sont pas encore engagés. Et donc, ils ne sont pas encore engagés. C'est une estimation. Et donc, l'estimation, quel est le compte qu'on utilise pour les estimations? C'est un compte de provision. Et parce que quand on dit une estimation, donc c'est-à-dire on n'a pas la valeur certaine. Et donc, pour ne pas en fait, fixer un montant dès le départ, parce qu'on ne le sait pas, donc on doit constater en provision et chaque année, en fait, on doit estimer donc cette provision et dire est-ce que le montant il est raisonnable encore ou bien on doit l'augmenter. Et donc, c'est un montant qui va être évalué chaque année jusqu'à ce que les frais de démantèlement soient engagés. Et en ce moment-là, on doit annuler donc, cette provision. Donc cette provision-là qu'on va constater, on va l'ajuster chaque année et à la fin, au moment où on va engager les frais de démantèlement, on va débiter le compte 28, débiter le compte 28 et créditer en fait le compte fournisseur et la différence, on va le constater comme étant une charge ou bien produit. On va voir, je pense, je vais noter cette écriture. On va voir. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'heure de démantèlement d'une mobilisation. Supposons c'est après 10 ans. Donc après 10 ans, donc, on a engagé des frais de démantèlement. Au début, au niveau de provision, on a constaté, supposons, on a constaté des provisions qu'on a ajoutées pour 20 000. Donc, après 10 ans, c'est N plus 10. Donc, le frais de démantèlement, c'est plutôt, donc, j'ai dit en fait, provision pour démantèlement, on a mis 10 000 et les coûts réellement engagés c'est plutôt 15 000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, au niveau des provisions, on va mettre à 10 000 pour solder ce compte. Au niveau de fournisseurs de démantèlement, on va mettre 15 000. Et la différence, en fait, les 5 000, on va les constater comme compte de perte, en fait, compte de charge nette sur session et autres pertes d'éléments non récurrents ou exceptionnels. Ça, en fait, c'est en fait l'exercice N plus 10, il va supporter que la différence entre les frais réellement engagés pour les démantèlements et la provision qu'on a constatée dès le départ. Et maintenant, supposons que le cas inverse, on a provisionné par exemple 20 000 et le fournisseur, en fait, au moment de l'engagement de ces frais-là, on a supporté que 15 000 seulement. En ce moment-là, donc on va débiter la provision, on doit la solder, toujours la provision, on doit la solder parce qu'elle n'a plus le droit d'exister, donc il n'y a plus l'intérêt de la laisser parce que le démantèlement, elle est déjà fait. Donc, on doit solder le provision, donc c'est pour, on a dit donc pour 20 000, le fournisseur de démantèlement donc pour 15 000, et on va mettre un produit exceptionnel, un produit au gain sur élément non récurrent pour la différence de 100 000. Donc, le compte 637 et le compte 736, en fait, ce sont deux comptes, on doit utiliser l'un ou l'autre.
Donc, on ne va pas utiliser les deux. Donc, si les provisions elle est supérieure donc, aux charges réellement engagées, on va utiliser 7,36 comme étant un produit. Et si la provision elle est inférieure aux charges engagées, on va constater une charge supplémentaire donc, pour la différence des montants. D'accord? Est-ce que c'est clair là? Donc là, en fait, on a essayé de parcourir donc, la comptabilisation. Donc, tout d'abord, on a déterminé le coût de l'immobilisation et par la suite, on a passé à la technique comptable. Donc, comment on doit constater donc, ces frais-là, que ce soit que ce soit le coût d'achat ou bien les provisions pour démantèlement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose Monsieur Tariq, moi j'ai peut... une question. Une Oui, question. allez-y. Oui, C'est toujours sur le coût de démantèlement. Admettons que dans une situation, on oui, se retrouve que on n'avait pas constaté dès le départ le coût de démantèlement. oui, Et c'est à la fin, par exemple, qu'on se rend compte de ça. Quel sera d'accord, le traitement particulier à faire pour résoudre d'accord. ce problème? D'accord. Donc, tout d'abord, comme je vous ai dit, toujours, en fait, il faut partir sur tout ce qui est significatif. Donc, si les frais de démantèlement sont significatifs en ce moment-là, donc on doit procéder à une correction d'erreur. Donc, c'est une omission qu'on a fait. Donc, on a oublié d'ajouter les frais de démantèlement donc, au coût de l'immobilisation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va les ajouter. On va se rattraper l'année N+1. On va se rattraper et on va ajouter ces frais de démantèlement au coût de l'immobilisation et par conséquent, on va ajuster l'amortissement, la base de l'amortissement et les amortissements futurs, donc de coût de mobilisation. Si en fait les provisions de démantèlement donc n'est pas significative, donc en ce moment-là, on ne va rien faire, donc on va la laisser et on va la constater au moment, juste au moment de démantèlement. Donc on a toujours droit donc à l'erreur et donc, par conséquent, on a toujours la possibilité de corriger et de rectifier. Les corrections d'erreurs, en fait, sont soumises donc, à une norme spécifique, là où il distingue en fait les erreurs qui sont significatives et des erreurs qui sont non significatives, qui ne vont pas impacter donc, le résultat de l'exercice, et qu'on va voir en fait cette norme spécifique qui nous donne le droit de corriger des telles erreurs. D'accord? L'essentiel, ce qu'il faut toujours faire, c'est qu'il faut refléter la réalité avec nos états financiers. Il ne faut pas que ça, quelque chose qui soit caché, il ne faut pas quelque chose qui ne soit pas donc un engagement qui n'existe pas au niveau de notre bilan ou une valeur donc, qui n'est pas correcte au niveau de nos états financiers. C'est ça le plus important euh, et qu'il faut que j'insiste vraiment donc que vous les maîtrisez. D'accord? Maintenant, on va passer aux coûts qui sont ultérieurs, donc qui sont engagés de façon ultérieure. C'est quoi ça? En fait, ce sont des machines. Après l'installation, comme je vous ai dit, des machines qu'on a, donc on a engagé des coûts. Donc là, la question qui se pose, est-ce que ces coûts-là, en fait, on doit les constater comme étant des charges ou bien on a la possibilité d'augmenter la valeur des immobilisations avec ces coûts qu'on a engagés? Donc là, la norme, elle va réglementer donc, cette situation. Elle va nous donner les cas où ces frais-là doivent être constatés comme charge et les cas où ces frais-là, ils peuvent être capitalisés, c'est-à-dire augmentés à la valeur de l'immobilisation. C'est ça ce qu'on va voir donc, tout de suite. Donc, on dit le coût ultérieur. Donc, on va voir le principe de base et on va voir les Bonsoir, monsieur dépenses. Tariq, Oui, s'il vous plaît. Au oui, niveau des coûts de démantèlement, oui. Vous voulez que je... euh, s'il vous plaît, dans quelle mesure on doit passer une provision pour le coût de démantèlement? Je prends un exemple d'un bâtiment, un siège. Est-ce Oui. obligatoire de passer une provision de démantèlement? Non, 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 c'est pas, en fait, c'est cas par cas. En fait, comme je vous ai dit, par exemple, vous avez, par exemple, je- par exemple, pour un siège, c'est le cas, par exemple, si vous allez construire sur un sol d'autrui, par exemple, vous allez
vous allez, par exemple, vous êtes donc, et c'est pas géré par cette norme-là. Mais parlons de Ok. l'exemple. Vous allez construire donc un siège sur un sol qui ne vous appartient pas, sur un sol de l'État, supposons. Donc, qui l'État donc, qui va vous mettre ce terrain-là à votre disposition, supposons pour 20 ans. Mais elle vous dit dès le départ que après 20 ans, je veux recevoir le terrain comme je l'ai livré, c'est-à-dire un terrain nu. Je veux aucune construction sur tout ce terrain-là. Donc, en ce moment-là, on doit inclure dès maintenant, pour les amortir, ces frais de démantèlement parce qu'ils seront des frais conséquents. Surtout, en fait, le problème, c'est quoi? Surtout qu'on va engager des frais au moment où on génère plus de revenus. C'est besoin que la durée de vie de la société qu'on va créer, c'est pour 20 ans parce que elle va utiliser, elle va explorer, par exemple, donc des gisements, ou bien explorer autre chose pour un contrat de 20 ans. Donc, est-ce que c'est judicieux de constater dès le départ ces frais de démantèlement et les amortir sur la période d'exploitation de cette immobilisation, ou bien le jour J, le jour qu'on va partir, c'est-à-dire après cette date-là, on ne va plus générer de revenus, qu'on va dépenser des montants conséquents. Vous voyez l'importance de la constatation de ces frais de démantèlement. Comme je vous dis, c'est le cas où ils sont significatifs. Et aussi le cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, où vous allez donc, vous êtes obligé donc d'enlever en fait les anciennes machines parce que vous allez renouveler le parc. Ou bien donc vous êtes limité par une durée de contrat bien déterminée, ou le locataire, donc le propriétaire donc de local, et il vous met comme condition au niveau de contrat que vous devez restituer donc le local comme il était livré, donc il est à nu, donc il n'y a pas d'installation et tout ça. Vous voyez donc C'est l'importance en clair. fait l'importance de ces frais-là, de la constatation, parce que en fait, immobilisation, c'est quoi en fait? Quelle est la différence entre quelque chose qu'on va immobiliser et quelque chose qu'on va constater en charge? La chose qu'on va constater en charge, elle va impacter l'exercice en cours, alors que la chose qu'on va constater en immobilisation, elle va impacter plusieurs exercices. C'est-à-dire, oh, elle va être atténuée, elle va être amortie, elle va être répartie sur plusieurs exercices. C'est pourquoi on dit, si elle est significative, donc on voit l'intérêt de la répartir sur plusieurs exercices pour ne pas impacter le résultat d'un seul exercice. Mais s'il n'est pas significatif, on peut se dire, c'est pas grave, donc 1000 dinars, c'est pas grand-chose, il va rien changer au niveau de résultat. Donc, c'est ça en fait, qu'est-ce qu'on doit décider, qu'est-ce qu'on doit, donc les éléments qu'on doit prendre en considération lorsqu'on prend telle décision. Donc, au niveau des coûts ultérieurs, donc on va voir le principe de base qui nous dit que toutes les charges qu'on va engager sur les immobilisations ultérieurement à leur achat, on doit la constater en charge. Ça, c'est le principe de base. Et par la suite, on va voir quelles sont les exceptions, quels sont les cas où on peut ajouter ces frais-là au niveau de l'immobilisation, c'est-à-dire on va augmenter la valeur des immobilisations. Donc, le principe des bases. Donc, le coût ultérieur ne doit être capitalisé que s'il augmente les avantages économiques futurs de l'actif, au-delà de son état d'origine prévue. C'est-à-dire, supposons on est dans le cas où on a une machine donc, qui va produire, donc d'après son catalogue, elle va nous produire 20 000 articles par mois. Donc, si je comprends bien donc, ce principe de base, il me dit, si vous allez engager des frais pour maintenir cette production qui est 20 000 articles, en ce moment-là, on ne parle pas d'immobilisation. Mais si les charges que vous allez engager, ils vont générer des revenus, générer une production supérieure d'une façon significative à 20 000 articles, en ce moment-là, je peux capitaliser ces charges-là. Donc, vous voyez, donc, si ces charges sont engagées juste pour vous permettre
de produire les 20 000, là, on ne doit pas les capitaliser. Mais si on dépasse donc cette performance initiale, en ce moment-là, on peut capitaliser ces frais. Est-ce que c'est clair pour ce point-là? Parce qu'en fait, il va conditionner le reste pour tout ce qui est donc charge engagée ultérieurement à l'achat. Prenons l'exemple de dépenses de maintenance et de réparation, qui sont en général, en fait, ce sont des dépenses qui sont engagées juste pour maintenir l'actif en état de bon fonctionnement. C'est l'exemple, par exemple, on a un camion qu'on doit faire de vidange chaque, par exemple, 10 000 km. Donc, chaque 10 000 km, quel que soit le montant qu'on va payer, ce sont des dépenses qui sont nécessaires pour que le camion reste en bon état de fonctionnement. Et donc, ces frais-là, comptablement, on doit les constater qu'en charge. Pourquoi on l'a constaté qu'en charge? Parce que ces frais-là, ils ne vont pas générer des avantages économiques futurs, mais tout simplement, ils vont maintenir l'actif en bon état de fonctionnement. Donc, ils vont maintenir les mêmes performances initiales. D'accord? Et quels sont les autres cas? C'est le cas d'amélioration ou ajout. Donc, les dépenses qui résultent en une augmentation de la capacité ou bien une amélioration de l'efficacité ou prolongation de la durée de vie de l'actif doivent être capitalisées. Et ça, c'est la définition des avantages économiques. Donc, si les améliorations, ils vont accroître les avantages économiques futurs, en ce moment-là, on peut capitaliser. C'est-à-dire, on doit capitaliser. Mais sinon, et voilà la définition des avantages économiques futurs, c'est une augmentation de la capacité de production ou bien une amélioration de l'efficacité. Premier cas, par exemple, machine qui produit 20 000 et maintenant avec cette modification, elle va nous produire 30 000. Deuxième cas, amélioration de l'efficacité. Par exemple, cette machine, elle a un taux de déchets de 10%. Avec ces déchets de 10%, ils nous coûtent par exemple 10 000 ou bien 20 000 dollars, alors qu'avec cette amélioration, le taux de déchets, ça va être 2%. Et c'est-à-dire qu'on va gagner, par exemple, par mois, 10 000 dollars par mois. Ça, c'est une augmentation de l'efficacité. Prolongation de durée de vie, par exemple, avec une modification, la machine qui doit durer normalement, donc d'après son catalogue, d'après son fournisseur, elle doit durer 10 ans, on pourra la prolonger jusqu'à 2 ans, 15 ans, et ainsi de suite. Et donc, si on va la prolonger sa durée, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prolonger ses avantages économiques futurs. C'est ça? Donc, ça tourne toujours autour des avantages économiques futurs. Donc, si ces améliorations ou ces ajouts, ils vont améliorer donc les avantages économiques futurs, en ce moment-là, on peut capitaliser ces dépenses. On peut dire capitaliser, c'est-à-dire on va les constater en immobilisation et on va voir l'écriture comptable. Voilà l'écriture comptable. Ça, c'est l'écriture comptable pour les entretiens et réparations. On a dit, si les dépenses qu'on va engager, ils vont juste maintenir le matériel en bon état de fonctionnement, on va le constater en charge ou en charge, on compte 615 entretien et réparation. Donc, on va débiter un compte de charge. On va créditer le compte de fournisseur et on va ajouter le compte de TVA si on est assujetti. Alors que le cas d'amélioration, on ne va pas débiter un compte de charge, mais plutôt on va débiter un compte d'immobilisation. Vous voyez? Alors que dans l'autre cas, c'est plutôt, donc on a constaté un compte de charge. Vous voyez la différence? Donc c'est ça l'impact. Donc là, on a constaté un compte de charge parce qu'il n'y a pas d'avantage économique futur. Là, on a constaté une immobilisation parce qu'il y en a des augmentations des avantages économiques futurs. Donc là, donc une fois qu'on a déterminé, donc s'il s'agit des dépenses simples de maintenance et de routine et tout ça, donc c'est à l'écriture qu'on doit passer. Et si on est convaincu que ces dépenses-là, ils vont augmenter les avantages économiques futurs, c'est cette écriture qu'on doit augmenter, qu'on doit constater, c'est-à-dire ces charges-là,
on doit la constater en immobilisation, c'est-à-dire on va augmenter la valeur de l'immobilisation. C'est-à-dire, par exemple, une machine, sa valeur initiale elle est de 10 000, maintenant on a engagé des dépenses de 15 000, donc au niveau de comptabilité, la valeur de la machine, ce sera 15 000, donc 10 000 plus les 5 000 qu'on vient d'engager. Maintenant, on va parler, est-ce qu'il y a des questions concernant les dépenses engagées, donc les façons ultérieures, donc aux immobilisations? Et vous voyez, en fait, tout ça, ce sont des règles qui vont nous servir au niveau de la vérification de notre comptabilité ou si on veut se lancer dans une carrière d'audit. Donc, l'auditeur, donc, parmi les choses qu'il va voir, par exemple, au niveau de ses charges ultérieures, donc, il va poser cette question. Donc, s'il va trouver des charges qui sont capitalisées, ils vont vous dire quels sont vos justificatifs pour capitaliser ces charges. Et en ce moment-là, vous devez montrer que ces charges-là, ils vont augmenter des avantages économiques futurs. Par contre, s'il va trouver de compte 615 des montants très importants, il va vous demander pourquoi ces frais-là, vous les avez constatés en charge et non pas constatés en obligation. Et en ce moment-là, vous devez avoir une réponse que ces charges-là, ce sont des charges de routine, ce sont des charges nécessaires juste pour maintenir le même rythme de production, mais il n'y a pas d'augmentation des avantages économiques futurs. Et donc, l'auditeur, il va aussi donc, vérifier tout ça. Vous voyez, en fait, l'importance de la maîtrise de la comptabilité, que ce soit pour le carrière d'un comptable ou le carrière donc, d'un auditeur. Donc, on va voir maintenant les amortissements. Et donc, l'amortissement, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on va se distinguer par rapport donc aux exigences donc, de la fiscalité. Donc, la fiscalité qui nous lie, en fait, qui donne, en fait, juste des taux prédéfinis dès le départ. Donc, là, en fait, on va voir d'autres choses. Donc, comment donc, l'amortissement, donc, il est calculé. Donc, il n'y a pas le... Bon. On va voir c'est quoi l'amortissement, donc au niveau de la comptabilité, de quoi quelle est la philosophie de l'amortissement. Donc l'amortissement, ce n'est pas l'aspect fiscal, ce n'est pas les taux qui sont fixés par l'administration, mais maintenant, en fait, c'est la consommation des avantages économiques futurs. D'accord? Donc on va voir le concept de l'amortissement. On va voir les méthodes d'amortissement qui sont autorisées et on va voir la calcul de l'amortissement. On va voir le calcul des amortissements. Pardon. Donc, concept d'amortissement. Donc, description. L'amortissement donc, est le process de répartition systématique du montant dépréciable d'immobilisation corporelle sur sa durée de vie utile. Donc, il reflète la consommation des avantages économiques futurs. Et d'ailleurs, c'est ça le taux d'amortissement qu'il faut utiliser, c'est le rythme de consommation des avantages économiques futurs, si vraiment possible de le déterminer. Les méthodes d'amortissement, donc en fait, il y en a trois méthodes qui sont admises. La méthode linéaire, donc on va répartir le coût de l'actif d'une manière égale sur la durée de vie utile. Par exemple, donc une construction, donc par exemple pour 100 000, qu'on va la répartir sur 10 ans. Et donc chaque année, elle va supporter 10 000 dollars ou bien 10 000 euros d'amortissement. Il y en a aussi donc l'amortissement, donc la méthode dégressive, c'est-à-dire on va constater le maximum les premières années et par la suite, donc d'une année à l'autre, en fait, l'amortissement, il va baisser. Et ça, en fait, pour les machines qui sont de haute technologie et là où la technologie, il est possible de changer donc, dans un laps de temps minime. Et donc, la société, elle doit constater le maximum d'amortissement les premières années. La troisième, en fait, c'est par unité de production. Par exemple, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, l'exemple
l'usine en fait qui utilise donc une machine donc en deux équipes et l'autre en une seule équipe. Supposons que vous avez une machine dont le constructeur vous a dit dès le départ que cette machine, elle est dans sa durée de vie utile, elle est capable de vous produire 100 000 articles. C'est-à-dire, après 100 000 articles, cette machine, elle sera plus exploitable. Donc, si je me vois en fait chaque année, qu'est-ce que je dois faire pour l'amortir? Je vais voir qu'est-ce que j'ai produit cette année. Supposons que la première année, donc on a dit 100 000 articles, la première année, j'ai produit 50 000 articles. En ce moment-là, l'amortissement avec l'unité de production, il nous dit, vous devez constater un amortissement de 50% la première année. Pourquoi? Parce qu'on a produit 50 000 articles et la société et la machine, dans sa durée de vie totale, elle est capable de produire que 100 000 articles. Donc on doit amortir d'une façon propre le calcul de l'amortissement. Et on va voir la base de l'amortissement. Donc, la base de l'amortissement, donc d'habitude, on a l'habitude de dire la base de l'amortissement, c'est le coût de l'actif. Et maintenant, en fait, on dit que, la base de l'amortissement, ça doit être le coût de l'actif moins la valeur résiduelle. Et c'est quoi la valeur résiduelle? La valeur résiduelle, c'est la valeur qu'on peut estimer de vente de l'équipement, de l'immobilisation qu'on a entre les mains. Supposons que, par exemple, voilà l'exemple, donc pour une machine de 20 000 euros avec une valeur résiduelle de 2 000. C'est-à-dire, à la fin de sa période d'amortissement, on pourra la vendre, par exemple, pour 2 000. Donc, une durée de vie de 5 ans. Donc, l'amortissement annuel, il nous dit, il sera 20 000 moins 2 000, c'est-à-dire le coût de l'actif moins la valeur résiduelle sur 5. Voilà, c'est ça la base de l'amortissement. Comme je vous ai dit, en fait, on a l'habitude d'utiliser le coût de l'actif comme étant donc la base de l'amortissement. Maintenant, en fait, il faut déduire de coût de l'actif la valeur résiduelle. Et on parle là de valeur, quand on dit de valeur, ça suppose qu'il existe un marché d'occasion pour cet élément-là. Et donc, s'il n'y a pas de marché d'occasion pour ces éléments-là, si c'est par exemple cette machine-là, après qu'elle soit donc totalement amortie, n'est plus fonctionnelle, on ne pourra jamais trouver, par exemple, après 10 ans, on ne pourra jamais trouver donc un acheteur. Donc, à ce moment-là, on ne va plus parler de valeur résiduelle. Sauf si, par exemple, sa valeur il peut être vendue donc en kilos de fer ou bien en kilos de matière première, de la matière qui compose en fait la machine. Mais sinon, il n'y a plus de valeur résiduelle. Alors que, par exemple, pour le matériel de transport, que ce soit des voitures, des camions, donc il y en a un marché donc d'occasion, c'est un marché très florissant. Et donc, on peut estimer dès le départ, on sait dès le départ que, par exemple, donc si j'ai tel camion, donc après 5 ans, sur le marché, les camions âgés de 5 ans, ils coûtent, ils valent tel. Et donc, j'en ai l'information. Et donc, je peux, dès le départ, constater de la base de l'amortissement le coût et je fais la déduction de la valeur résiduelle et sa valeur résiduelle. Est-ce que c'est compris concernant cette valeur résiduelle? Est-ce que c'est compris? Allô? Oui, monsieur, on vous suit, hein. Pour moi, c'est bon. Très bien, très bien, excellent, excellent. Donc, on va continuer. On est là. D'accord, on va prendre l'exemple. Cet exemple-là. Oh là là.
On va prendre cet exemple-là. Et donc, on va voir en fait, voilà, vous voyez la valeur résiduelle, cette valeur résiduelle. Quand on va la déduire en fait du coût de l'actif, on doit déduire la valeur résiduelle nette. C'est-à-dire, exemple, la valeur résiduelle, elle est de 10 000. Mais pour pouvoir vendre ça, en fait, il faut écrire un acte de cession qui va coûter, par exemple, donc 1000. Et donc, on ne va pas constater la valeur résiduelle pour 10 000, mais la valeur résiduelle va être constatée juste pour 9 000. C'est-à-dire, de 10 000, le prix de vente estimé, moins le coût de l'acte de cession, qui est de 1000 dinars, 1000 euros. Et donc, la valeur résiduelle, elle doit être donc constatée au net. Donc, on va voir cet exemple. Donc, le coût d'acquisition d'un fourgon mis en circulation le 1er juillet N s'élève à 32 000 euros. La société MCE cède systématiquement ses véhicules utilitaires au bout de 3 ans d'utilisation à 20% de leur prix d'acquisition. D'accord? Donc, le coût de sortie sont estimés à 3% de prix de cession. Donc, il nous a donné donc, le prix initial, il nous a donné le prix de scission. Il nous a dit qu'en fait, elle a l'habitude de céder pour donc, une valeur donc, de 20% de leur prix d'acquisition. Et il nous a donné aussi le coût de sortie qui sont estimés à 3% de prix de cession. Il va nous demander maintenant calculer la base des amortissements et présenter un plan d'amortissement comptable. Donc, voilà. Donc, la base d'amortissement comptable est égale donc, à la valeur d'entrée dans le patrimoine, déduction faite de la valeur résiduelle à condition que cette dernière soit significative et mesurable. Donc, toujours, il faut qu'elle soit significative et qu'elle soit mesurable d'une façon fiable. Et on dit mesurable, comme je vous ai dit, c'est le cas où on a un marché d'occasion, donc d'occasion pour cet élément d'actif. Donc, la valeur résiduelle correspond au prix de cession de l'obligation diminué de coût de sortie. Et là, on parle de valeur résiduelle nette, c'est-à-dire prix de cession moins donc, le coût de sortie. Prix de cession, en fait, il nous a dit que c'est 20% de coût d'acquisition. Donc, il y a 6 400. Et les frais de cession, c'est 3% de prix de cession. Et donc, 3% fois 6 400, 192. Et donc là, la valeur résiduelle nette, ce n'est pas 6 400, mais plutôt 6 208. Et donc, la base d'amortissement, c'est quoi? C'est 32 000 moins la valeur résiduelle nette, qui est 6 208. Et donc, la base d'amortissement, ce sera 25 792. Le plan d'amortissement, c'est de cette façon, donc, elle est fait. Donc, on a l'exercice N. L'exercice N, vous voyez, en fait, ce n'est pas comme les autres exercices. Pourquoi? En fait, parce que, qu'est-ce qu'il nous a dit là? Il nous a dit que qui sont mis en circulation le 1er juillet. C'est-à-dire, donc la première année, c'est juste en fait la moitié de l'année. C'est pourquoi c'est divisé par deux, donc l'amortissement de la première année. C'est pourquoi en fait on a mis les 8 587 fois 6 sur 12. Les 6, c'est à partir du 1er juillet jusqu'au 31/12, donc ça fait 6 mois, et 12 en fait sur l'année de 12 mois. D'accord? Là, en fait, j'ai fait donc une petite présentation de la différence entre l'ancienne méthode et la nouvelle méthode. En fait, l'ancienne méthode qui ne prend pas en charge en fait, de la valeur résiduelle et la nouvelle méthode qui prend en charge de la valeur résiduelle. Supposons le cas où on a un matériel de transport pour 100 000. La valeur résiduelle, elle est de 30 000 et la base de l'amortissement, donc dans ce cas, donc l'ancienne méthode, en fait, on prend la valeur de matériel de transport 100 000, on va amortir les 100 000 sur les 5 ans.
Donc, chaque année, qu'est-ce qu'elle va supporter? Donc, chaque année, elle va supporter donc 20 000. On va trouver en total donc 5 000. Et durant la cinquième année, là, on va réaliser la vente. Donc, au niveau de, 5 000 de la cinquième année, on va trouver un produit pour 30 000. Donc, ça, c'est un produit. Produit de quoi? C'est le produit de vente. Donc, parce qu'on va vendre. Donc, là, donc, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a amorti les 100 000 qui est le coût total de l'immobilisation. On les a amortis sur les 5 ans. Et la valeur résiduelle, on l'a constatée que la dernière année. Et donc, on a donc comme charge durant les 5 ans, on a les 100 000 et on a comme produit, on a 30 000. Et comme si donc le résultat de ces 5 années, on a fait supporter les 5 années 70 000. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est qu'on va prendre donc la valeur donc, du matériel, on va déduire la valeur résiduelle, on va trouver la base d'amortissement qui est 70 000. 70 000 sur 5, on va trouver 14 000. Et donc, on ne va pas trouver la fin de l'année, donc on va constater un produit pour 30 000. Et donc, vous voyez, en fait, la nouvelle méthode, elle va répartir les charges d'une façon constante sur les 5 ans. Alors que l'autre méthode, en fait, on va gonfler les charges de 6 000 par année et par la suite, on va gonfler aussi les produits de la cinquième année par un produit qui vient de la cession de l'immobilisation et non pas de l'exploitation. Et donc, c'est pourquoi la nouvelle norme, vous voyez, on va faire supporter chaque exercice le même montant, 14 000 chaque exercice. De cette façon, on n'a pas impacté un des exercices. Donc, tous les exercices, ils ont supporté la charge nette et non pas en charge la totalité de coûts et on produit la totalité de prix de vente. Donc, ça, c'est un exemple que je vais laisser donc, pour la prochaine fois, parce qu'en fait, il est un peu détaillé. Là, en fait, il prend le cas de la révision de coûts de coûts de cession donc, d'une année à l'autre. En fait, la valeur résiduelle, donc, il est estimé chaque fois, donc, des fois, en fait, là où il augmente, et des fois, qu'en fait, qu'il baisse. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment-là? Et comment donc on doit recalculer donc la base d'amortissement et quelle est la dotation dans chacune des cas. Et on va voir aussi donc les écritures donc, de la dotation et ainsi de suite. Donc on a terminé donc, pour cette séance. En fait, on a terminé 2 heures. Donc on va continuer donc, la prochaine fois. Donc on est pratiquement donc, allé on est donc à 54, donc on est pratiquement dans les 2 tiers de la norme comptable, on les a vus, donc il nous reste le 1 tiers de la norme. Et la prochaine fois, on va voir les documents, tout ce qui est donc tout ce qui est outil Excel, qui va nous permettre de vérifier notre travail et de s'assurer donc que notre travail a été bien fait avant le passage du commissaire aux comptes. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions concernant cette norme? Donc, merci beaucoup, Jérémy. Donc, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous libère et je vous souhaite donc bonne soirée et à la prochaine donc séance que ce sera donc à la même heure donc le le mercredi prochain. Donc, je vous souhaite bonne soirée. Demain, je vais vous envoyer l'enregistrement donc de cette séance et aussi je vais vous envoyer ce support-là. Donc, comme ça, vous pouvez donc réviser. Et si vous trouvez des difficultés, et donc, vous me les envoyez. Aussi, je vais vous envoyer donc un QCM, juste en fait pour vous permettre de maîtriser donc, quelques données. Tout ça, en fait, vous l'aurez demain, donc soit la matinée, soit l'après-midi. Mais normalement, vous allez le recevoir donc demain. D'accord?
Donc, je vous souhaite donc bonne soirée et à la prochaine fois, Inch'Allah. Si vous avez des questions, Merci beaucoup. aussi, vous pouvez les envoyer donc par mail. Donc, je vais vous répondre aussi donc, par mail. Euh, c'est le mail que vous avez reçu, là où vous avez reçu le lien de cette invitation. Merci Merci beaucoup, beaucoup. monsieur. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au Merci, revoir. merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. À Merci. bientôt. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir. Ça, c'est bien dormir.